Mes chers compatriotes, nous sommes le 20 août 2021 et je voudrais, avec vous, essayer de tirer un premier bilan des événements d'Afghanistan parce que ce sont des événements d'une très très grande importance à tous les égards, économiques, politiques, géopolitiques, sociétales, mais aussi parce qu'ils révèlent la nullité extravagante des dirigeants politiques occidentaux et en particulier des dirigeants politiques français. Je n'ai quasiment entendu aucun responsable politique français, je dis bien politique, parce que nous avons des experts, des gens qui connaissent très très bien l'Afghanistan, mais je n'ai entendu aucun responsable politique français, à commencer par le président de la République, tenir des propos intelligents sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe en Afghanistan. Parce que, en fait, ce que nous montrent ces événements, c'est que on ne s'improvise pas, on ne devrait pas s'improviser chef d'État. Il faut pour cela avoir une bonne connaissance de l'état du monde, de l'état des civilisations, de l'état de l'histoire. Alors on va faire ensemble, si vous voulez bien, je vais essayer de résumer de façon simplifiée. On va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé avec cette histoire d'Afghanistan. La première chose en géopolitique, c'est toujours de partir de la c'est-à-dire de la géographie. L'Afghanistan, c'est un pays qui a été constitué de briques et de brocs et qui, tel qu'il existe, est apparu en tant qu'État unifié vers 1747 et qui a sa frontière avec le Pakistan qui date de 1893. Mais l'Afghanistan, c'est une région de montagnes, de très hautes montagnes, qui se trouve au carrefour de l'Asie centrale. Or, il faut savoir que c'est ainsi. La géographie influe sur les mentalités des populations. Et on sait très bien qu'il y a deux grands types d'États qui sont particuliers. Ce sont les États insulaires et ce sont les États montagnards. Pourquoi ? Parce que les personnes qui vivent dans une île ont un réflexe insulaire. Ils se sentent différents du reste du monde. C'est le cas du Royaume-Uni qui s'est toujours senti différent de l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça n'a pas joué pour rien dans le vote du Brexit. C'est le cas, par exemple, de la Nouvelle-Zélande. C'est le cas ô combien du Japon. Ce sont des États insulaires. Et puis, il y a d'autres États qui sont insulaires à leur manière, si j'ose dire, ce sont les États montagnards. Parce que les montagnes, c'est difficile à franchir, parce que ça favorise des petites communautés humaines, chacun dans leur vallée, qui sont très jaloux de la propriété des vallées, puisqu'il faut savoir les terrains qui sont exposés au soleil ou pas, et qui développent souvent des idiomes, des langages spécifiques à leur vallée. Quand on est dans la montagne, ce sont des gens qui travaillent rudement souvent, qui sont habitués à des tâches rudes. Ça n'a pas le côté plaisant des plaines. Et ça donne souvent des personnes qui sont refermées sur elles-mêmes, très travailleuses, un peu des taiseux, comme on dit chez nous, et qui sont très jaloux de leur indépendance. Regardez un exemple que nous avons juste à côté de la France, qui est la Suisse. La Suisse est un pays assez extraordinaire, un pays de montagne, qui depuis 1291 s'est créé comme un État différent des autres, avec une démocratie très vivante et un peuple très jaloux de son indépendance. Ce n'est pas pour rien que la Suisse a refusé d'entrer dans l'Union européenne, et même pendant très longtemps à l'ONU. Ce n'est pas pour rien que l'Islande, pays insulaire, que la Norvège, pays montagnard, ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Ça n'est pas pour rien que la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays qui est resté le plus longtemps à l'écart du développement économique jusqu'à la fin du XXe siècle. Et vous savez qu'il y a un quart des langues dans le monde qui sont parlées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh bien, dans l'Asie centrale, vous avez les républiques d'Asie centrale du Caucase, par exemple. Vous savez qu'il y a des conflits permanents. Vous avez entendu parler de l'Abkhazie, du Daghestan, de la Tchétchénie, etc. Et puis nous avons l'Afghanistan. Et l'Afghanistan est à la fois presque une île et une montagne. Une île parce qu'elle est située entre la grande civilisation russe au nord, avec ses prolongements en Asie centrale qui ont été soviétisés. Je pense à l'Ouzbékistan, au Turkménistan, au Tadjikistan. Vous avez à l'ouest de l'Afghanistan l'Iran, avec le monde, la civilisation persane, une très grande civilisation qui remonte à la plus haute antiquité. Et puis vous avez à l'est le monde indien qui a été colonisé, comme vous le savez,
par les musulmans, puis par les Britanniques. Voilà ce que c'est que l'Afghanistan. Alors, la première chose à savoir, c'est que les Afghans sont des gens qui sont extraordinairement jaloux de leur indépendance. Ils ont été conquis à la fin du 7e siècle par les musulmans, par les troupes, c'est-à-dire quelques décennies après la mort du prophète. Vous savez que c'est l'épisode le plus glorieux de l'histoire musulmane, c'est que quelques décennies après la mort du prophète, l'islam s'est répandu comme une traînée de poudre, notamment sous les 4 successeurs, le khalifa, les 4 califes successeurs du prophète, s'est répandu un peu dans le monde, dans toute l'Afrique du Nord, jusque la conquête de la péninsule ibérique et aussi en Asie centrale, en détruisant l'empire persan des Sassanides. Donc l'islam est arrivé à la fin du 7e siècle en Afghanistan. Ça fait donc 12 200 ans que ce pays a été conquis par l'islam. L'islam, d'ailleurs, a pris une couleur locale et progressivement ont été autorisées les populations locales à faire des prières non pas en arabe, comme c'est d'habitude le cas, mais en persan, en farsi, ou dans la langue qui s'est développée, qui n'est pas très éloignée, qui est le pashtun, puisque, je vais y revenir, la tribu principale en Afghanistan, ce sont les Pashtuns. Pour bien montrer le caractère spécifique de ces régions, c'est que ce sont des combattants dans leur vallée, et un mot par exemple qui est arrivé dans la langue française, intéressant, c'est le mot d'une couleur, la couleur kaki, qui est la couleur militaire par excellence. Eh bien, ça vient justement du persan ou du pashtun, khaki, qui veut dire justement la couleur de la terre de l'Afghanistan. C'est dire à quel point nous avons affaire à un peuple quand même particulier. L'Afghanistan a été créé, je le disais tout à l'heure, sous forme d'État unifié en 1747. Et puis, c'est un pays qui s'est battu contre tous ceux qui voulaient lui imposer une loi étrangère. Depuis 1747, les Afghans, dont on ne connaît pas très bien l'origine du mot afghan, certains disent que ça voudrait dire cavalier. C'est d'ailleurs, il y a un livre de Kessel sur le pays des cavaliers. Les Afghans ont réussi à battre successivement l'Empire russe, l'Empire britannique, le Raj britannique, puisque les Britanniques, depuis le début du XIXe siècle, avaient mis la main sur l'Empire moghol au nord de l'Inde et voulaient se rapprocher de l'Afghanistan. Les Afghans ont également battu les Soviétiques. Ils ont battu les États-Unis et l'OTAN voici quelques jours. On a donc affaire à un peuple qui est assez extraordinaire. C'est un peuple, a priori, un pauvre peuple en guenilles. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde qui a réussi à devenir ce que certains ont appelé de façon à la fois militaire et poétique le tombeau des empires. C'est un État tampon qui a réussi à damer le pion et à battre toutes les grandes puissances étrangères qui, dans ce que l'on a appelé le grand jeu, c'est-à-dire ce grand jeu de l'Asie centrale où cette tectonique des plaques d'influence entre les Persans, les Russes, les Chinois et les Indiens, dans cette tectonique des plaques, les Afghans ont réussi à maintenir leur indépendance. La délimitation de l'Afghanistan pose un problème énorme. En 1893, pour faire établir une frontière entre l'Empire britannique des Indes et l'Afghanistan, suite notamment au fait que les Britanniques avaient été battus au milieu du XIXe siècle par les Afghans, eh bien, à la fin du XIXe siècle, en 1893, un certain Sir Durand, ça fait français mais c'est un nom britannique, c'est un officier britannique, a délimité la frontière avec les autorités afghanes de l'époque entre ce qui allait être la partie occidentale de l'Empire des Indes, devenu depuis le Pakistan, c'est-à-dire le pays des Purs, et puis l'Afghanistan. Cette ligne Durand, qui fait à peu près 2600 kilomètres, a un inconvénient absolument majeur, comme beaucoup de lignes artificielles, c'est qu'elle coupe en deux un peuple, qui est le peuple pashtun, avec 6 millions d'habitants d'un côté, 5 millions de l'autre. Et les Pashtuns sont à la fois donc en Afghanistan et au Pakistan. Comme ils ne reconnaissent pas cette ligne, que certains d'entre eux rêveraient d'un Pashtunistan, le pays des Pashtuns, eh bien c'est le lieu de tous les trafics, de tous les trafics de drogue, d'armes, etc. Et aussi le lieu rêvé pour pouvoir se développer des activités terroristes. Ça n'est pas pour rien
que Oussama Ben Laden avait créé Al-Qaïda là-bas, justement dans cette frontière trouble entre le Pakistan et l'Afghanistan du Sud et du Sud-Est que ne reconnaissent pas les Pashtuns. À l'intérieur de l'Afghanistan lui-même, il y a une majorité de Pashtuns. Mais il y a aussi d'autres ethnies, notamment au nord, avec les Ouzbeks et les Tadjiks qui sont proches de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Au centre, avec les Hazaras qui sont des chiites, des musulmans chiites pour l'essentiel, et puis avec des Panjabis à l'extrémité orientale et également quelques Farsis à l'extrémité occidentale. Donc c'est une composition de peuples et d'ethnies différentes qui sont presque toutes islamisées. Il y avait à l'époque, avant que l'Afghanistan ne soit conquis par l'islam, enfin que les territoires qui allaient devenir l'Afghanistan ne soient conquis par l'islam, c'était des territoires qui avaient été conquis par le bouddhisme. Et il y avait eu, c'est un pays bouddhiste. Notamment, il y avait des statues abamiyanes qui avaient été créées dans la falaise où on voyait des bouddhas. Ces statues ont offensé les musulmans qui, dès l'an 800 à peu près, ont cassé les visages des bouddhas. Mais en 2001, les talibans ayant pris le pouvoir ont détruit les statues de Bamiyan. Ça veut dire qu'entre 800 et 2000, il y a une continuité. Une continuité dans une certaine forme d'extrémisme, de fanatisme religieux dans ce peuple. Continuité qui n'a pas toujours eu lieu, il faut le souligner. Et je tiens ici à souligner ça parce que c'est extrêmement important si les Français veulent comprendre ce qui se passe et si les Français veulent comprendre le rôle qu'ils pourraient jouer. Il est extrêmement important de comprendre que dans les années 50, 60, 70 du XXe siècle, la cour du roi Mohammed Zahir Shah, le roi d'Afghanistan de la dynastie des Durrani, cette cour parlait le français. Et la monarchie afghane s'était inspirée beaucoup de la laïcité de l'État turc et d'Atatürk. Et je rappelle que la laïcité de la Turquie, qui n'est pas très très éloignée, ça n'est pas à côté, c'est quand même à travers l'Iran, mais dans l'ensemble du monde moyen-oriental, l'impact de la Turquie d'Atatürk avait été considérable. Je rappelle que la laïcité d'Atatürk s'était inspirée directement de la laïcité à la française. Ce qui prouve, je l'ai déjà dit 1000 fois, ce sera la 1001e fois, que la laïcité, la française, que la civilisation française, les valeurs françaises peuvent s'exporter quand la France est elle-même et quand elle est fière de ses valeurs et qu'elle est elle-même et qu'elle ne dépend pas de puissances étrangères comme c'est actuellement le cas. Sous donc la dynastie des Afghanes qui s'est écroulée en 1973, eh bien nous avions un pays, l'Afghanistan, qui se modernisait petit à petit, où le statut de la femme, qui pose traditionnellement un problème à notre regard à nous, mais pas forcément au regard des Afghans eux-mêmes, puisqu'il faut arrêter aussi de plaquer toujours nos valeurs sur les autres. Il se trouve que c'est un pays qui a une conception assez arriérée de la vie, en tout cas une très grande fidélité au principe de la charia, de l'islam, et notamment des principes concernant justement le voile, mais interprétés d'une façon tout à fait rigoriste en Afghanistan. Eh bien, sous la monarchie afghane, petit à petit, sous l'influence française, l'Afghanistan s'était modernisé. Je rappelle, pour ceux qui aiment bien les précisions, que Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle, s'était rendu en Afghanistan au début de mai 1968. Ça paraît, les gens, quand on lit les événements de mai 68, quand on apprend que Pompidou est allé en Afghanistan, on se dit mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Ça flambait en France. Oui, d'ailleurs c'est à son retour que Georges Pompidou a décidé de réouvrir l'Odéon et la Sorbonne, et donc ça a dynamisé, si j'ose dire, les événements de mai 68. Et quelques jours après, d'ailleurs, ou à peu près au même moment, De Gaulle, lui, avait prévu d'aller, c'est d'ailleurs le voyage qu'il a fait, d'aller en Roumanie. Pourquoi De Gaulle et Pompidou, en 1968, en mai 68, se sont-ils rendus l'un en Roumanie, l'autre en Afghanistan? Parce que, à l'époque, la France était un des pôles de référence mondiaux. Pourquoi? Parce que De Gaulle tenait tête à la grande puissance du moment qui était les États-Unis d'Amérique,
De Gaulle venait de faire sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN. De Gaulle venait de condamner, avec le discours de Phnom Penh en 1966, l'intervention militaire américaine au Cambodge et au Vietnam. Donc la France apparaissait comme un pays non aligné, un pays qui n'obéissait ni à Moscou ni à Washington, un pays qui était lui-même et qui portait aux yeux du monde une espèce d'Occident d'un type nouveau, un Occident qui n'était pas un Occident voulant imposer sa loi aux autres, un Occident qui voulait être un modèle pour les autres. C'est pour ça que Georges Pompidou va en Afghanistan en 1968, où il est reçu à la cour de Kaboul, où tout le monde parle le français. C'est pour ça que le sort des femmes afghanes à l'époque, que les femmes pouvaient avoir accès à l'école, c'est que petit à petit, il y avait cette modernisation qui se fait non pas par des bombardements. La modernisation, l'évolution, l'émancipation des femmes, le développement économique, ça se fait en respectant les autres peuples et en leur servant de modèles désirables. En 1970-72, la France était un modèle désirable pour les Afghans. Elle est devenue aujourd'hui un modèle affreux à rejeter parce que nous sommes devenus les larbins de Washington. C'est aussi simple que cela. D'ailleurs, dans les années 68, 69, 70, beaucoup de jeunes occidentaux, des hippies, allaient en Afghanistan. C'était la destination à la mode. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Il s'est passé un coup d'État en 73. Il s'est passé ensuite des événements sur lesquels je ne voudrais pas trop insister, mais rappelons très rapidement un pouvoir communiste qui s'installe dans une société qui était devenue, en tout cas dans les grandes villes, tout à fait ouverte au principe de laïcité et de modernité. Les Américains ont ensuite tout fait pour attirer les Soviétiques dans le piège afghan. Parce que les Américains savaient la réputation de l'Afghanistan comme tombeau des empires. Et donc les Américains, et on le sait de façon absolument certaine, Zbigniew Brzezinski notamment l'a dit, ont incité les Soviétiques à intervenir parce qu'ils ont financé ce qu'on appelait à l'époque les Moudjahidines, qui allaient ensuite donner les talibans. C'est-à-dire que les Américains ont financé notamment un Gulbuddin Hekmatyar, l'ont financé pour développer avec de l'argent, avec des armes, une espèce de mouvement fondamentaliste musulman menaçant le pouvoir qui était sous influence soviétique. C'est pour ça qu'en 1979, les Soviétiques sont intervenus militairement et le piège américain a fonctionné, c'est-à-dire que les Soviétiques se sont enlisés dans cette guerre, dans un pays que l'on ne peut pas maîtriser quand on est une puissance étrangère, puisqu'il n'est fait que de vallées et de montagnes. Il est fait par des populations qui ont une très grande tradition millénaire d'indépendance nationale et de combattants. Le résultat, c'est que les Soviétiques ont été l'Afghanistan a été un peu non seulement le tombeau des empires, mais le tombeau de l'empire russe, de l'empire soviétique, à partir de 79. Ajoutons ça à cela l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en 85, l'affaire de l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 86, et nous avons les ingrédients qui ont mené à l'autodestruction de l'Union soviétique. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que l'affaire afghane et le désastre que viennent de subir les États-Unis d'Amérique soit le point de départ de l'autodestruction de l'OTAN et peut-être même des États-Unis et de l'Union européenne. J'aurai l'occasion d'y revenir. De la même façon que le désastre afghan pour l'URSS a été le point de départ de l'autodestruction de l'Union soviétique. En attendant, en 1991, l'URSS, qui d'ailleurs était en train d'exploser, s'est retirée d'Afghanistan, ouvrant la voie à une guerre civile qui a duré 4 ans et qui a mené en 1996 à l'arrivée au pouvoir de ce qu'on appelle les talibans. Ça veut dire les érudits, certains les écoliers, mais c'est plutôt des étudiants. Ça veut plutôt dire des érudits, c'est-à-dire en fait des dirigeants qui sont essentiellement des dirigeants religieux formés dans les écoles coraniques et qui essayent d'interpréter la loi et le fonctionnement de l'Afghanistan à la lumière de la loi musulmane et de la charia. Alors, lorsque les Soviétiques sortent d'Afghanistan en 91, l'Afghanistan, sur l'indice de développement humain calculé par l'Organisation des Nations Unies,
est 135e sur 190 pays. Donc déjà, c'est un des pays les plus pauvres. Lorsque les Soviétiques se retirent d'Afghanistan en 1991, au moment où l'URSS elle-même s'effondre, je le rappelle, en décembre 1991, l'Afghanistan se classe au 135e rang mondial sur l'indice de développement humain calculé par l'Organisation des Nations Unies, indice qui est calculé en fonction du PIB par habitant, en fonction de l'espérance de vie à la naissance et en fonction du niveau d'éducation des jeunes de 17 ans et plus. 135e sur 180 pays lorsque les Soviétiques quittent l'Afghanistan. S'ouvre alors de 1991 à 1996 une période de guerre civile, et à la fin de cette période de guerre civile qui voit le triomphe des talibans, l'Afghanistan chute de 5 points, passe du 135e au 140e rang mondial dans l'indice de développement humain. Arrivent les talibans qui vont donc être au pouvoir pendant peu de temps finalement, de 1996 jusqu'à 2000. Mais pendant cette période, l'indice de développement humain va s'effondrer de 22 places, va passer de la 140e à la 162e place mondiale. C'est notamment les politiques extraordinairement rétrogrades, extraordinairement obscurantistes des talibans de l'époque, qui empêchent, notamment qui chassent les jeunes filles, les filles des écoles, leur empêchent d'étudier au-delà de 12 ans, etc., et qui font fuir un certain nombre d'Afghans qui sont parmi les Afghans les plus éduqués. 5 ans après leur arrivée au pouvoir, ont lieu aux États-Unis d'Amérique les fameux attentats du 11 septembre 2001 qui vont servir de justification aux États-Unis pour intervenir en Afghanistan au motif de détruire la base Al-Qaïda et l'organisation de Ben Laden, dont je disais tout à l'heure qu'elle se situait justement aux confins de l'Afghanistan et du Pakistan. Donc en 2001 interviennent les États-Unis, et pendant ces 5 ans, 96-2001, eh bien les talibans ont réussi, si j'ose dire, à faire s'effondrer l'Afghanistan dans le classement des pays développés, dans l'indice de développement humain. Ils sont passés de la 140e place à la 162e place mondiale, c'est-à-dire l'Afghanistan a régressé de 22 places. Je rappelle qu'il y a 190 pays qui sont calculés. Donc c'est une chute sans fin. Arrivent en 2001 les États-Unis d'Amérique, qui vont faire venir avec eux leurs obligés de l'OTAN, parmi lesquels les Britanniques, les Allemands, les Italiens, mais aussi, malheureusement, les Français. Nous sommes engagés dans cette galère. Les Américains s'engagent en Afghanistan alors qu'ils avaient compris eux-mêmes, en 1979, qu'ils allaient attirer l'Union soviétique dans un désastre si elle parvenait à la faire intervenir en Afghanistan. Il est saisissant de voir que les dirigeants américains sont tombés dans le panneau dans lequel ils avaient fait tomber l'Union soviétique une vingtaine d'années auparavant. Les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN seront donc restés de 2001 à 2021 pendant 20 ans en Afghanistan. Pendant ces 20 années, qu'ont-ils fait ? Ils ont dépensé en gros 1400 milliards de dollars, dont environ 1218, 1220 milliards de dollars rien que pour les États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire plus de 85%. Le reste étant partagé, si j'ose dire, entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France. La France a dépensé quand même, au cours de ces 20 ans, quelque chose comme 3,5 milliards de dollars. Ce qui, par rapport aux sommes colossales dépensées par les Américains, n'est pas grand-chose, mais ce qui, au regard du budget de la France, est quand même beaucoup, surtout compte tenu du résultat que nous avons obtenu collectivement. Puisque lorsque les Américains et l'OTAN viennent d'être battus, le désastre est total. L'indice de développement humain, qui était tombé à la 162e place à cause des talibans, a encore chuté. L'Afghanistan est tombé à la 169e ou 170e place en 20 ans. Est-ce que l'on peut imaginer ce que ça signifie que des Occidentaux qui dépensent 1400 milliards de dollars arrivent à ce tour de force, que le pays
qui est passé entre-temps de 15 millions à une quarantaine de millions d'habitants, que ce pays se soit encore effondré dans le classement du développement humain. Au même moment, la corruption a atteint des records inimaginables. On l'a vu d'ailleurs puisque l'ancien président d'Afghanistan, Ashraf Ghani, s'est enfui aux Émirats arabes unis avec environ quelque chose, dit-on, comme 169 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 313 000 fois le revenu moyen par an et par habitant de chaque Afghan. Voilà quels sont les représentants de l'Occident. Par ailleurs, les Occidentaux ont déversé des bombes, ont commis des crimes de guerre, ont tué ici ou là, face d'ailleurs à des Afghans qui eux-mêmes se battaient et qui eux-mêmes ont tué des soldats américains, anglais, français. Nous avons, quant à nous, à déplorer 90 soldats français qui sont morts et 700 blessés. Et tout ça pour arriver à quoi? Pour arriver à cette situation où l'on s'en va, parce que les États-Unis d'Amérique l'ont décidé, sans en parler d'ailleurs à leurs alliés de l'OTAN, parce que les États-Unis d'Amérique ont décidé ça en 2020. Ils se sont rencontrés entre Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et le Mollah Badara. Ils se sont rencontrés à Doha, capitale du Qatar, en février 2020, et les États-Unis d'Amérique ont dit tout simplement qu'ils allaient s'en aller. On reste absolument confondu d'ailleurs de la façon dont tout ceci s'est déroulé. Puisque que les Américains veuillent s'en aller au bout de 20 ans, ça peut se comprendre puisqu'ils n'arrivaient à rien. Puisqu'il faut quand même le souligner, si les talibans reviennent au pouvoir, c'est quand même qu'ils sont beaucoup plus populaires profondément dans le peuple afghan que les puissances occupantes. Sinon, ils ne seraient jamais revenus au pouvoir. Ça, c'est une faute de raisonnement qui est tenue par les dirigeants occidentaux et les médias, où on veut nous faire croire que les talibans seraient une espèce de puissance extraordinaire qui serait arrivée au pouvoir contre la volonté du peuple afghan. Non. 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 Il en est de l'Afghanistan, comme du Cambodge en 1975 avec les Khmers rouges, comme des Viet Cong en 1975 au Vietnam, comme les révolutionnaires castristes à Cuba, c'est-à-dire comme la victoire de Mao Tse-tung en 1949. Il en est de ça comme de partout ailleurs. Les peuples, quand ils veulent récupérer leur dignité, leur souveraineté, leur indépendance, se mettent derrière ceux qui se battent pour cela, même si ce sont des fous furieux ou des criminels atroces, comme ça a fait le cas des Khmers rouges ou comme ça a pu être le cas des talibans dans les années 79. La réalité, c'est qu'au lieu de faire se développer l'Afghanistan pendant 20 ans, les Occidentaux l'ont couvert de bombes. Eh bien, je vais vous dire un secret, qui est une évidence si on y réfléchit. On ne se fait pas aimer par un peuple en le bombardant. On ne se fait pas aimer par un peuple en lui imposant une armée qui est là pour tuer, pour surveiller, pour imposer des dirigeants qui, par ailleurs, sont corrompus jusqu'à l'os. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure sur le voyage de Pompidou en mai 1968 en Afghanistan. À l'époque, la France était populaire en Afghanistan. À l'époque, l'Afghanistan, suivant son chemin, bien sûr, c'est un pays qui est resté pendant des siècles à l'écart de la modernité. Mais suivant son chemin, cas un cas, c'était un pays qui était dirigé par une dynastie bonasse, en définitive, et un gouvernement qui faisait progresser les idées de laïcité et qui s'inspirait de la France. Maintenant, la France, malheureusement, ligotée par l'OTAN, est devenue le supplétif des Américains qui, il faut quand même le reconnaître, depuis des décennies entières, partout où ils interviennent, laissent un désastre. Les Américains arrivent à faire haïr le monde occidental partout où ils passent, que ce soit au Vietnam, au Cambodge, à Cuba, en Syrie, en Somalie, au Soudan, en Libye, maintenant en Afghanistan, en Irak, et j'en passe. Partout, les Américains sont chassés dans un contexte déplorable. Ce qui est nouveau, c'est que les États-Unis sont actuellement, et depuis maintenant un certain nombre d'années, entrés dans une phase de grande décadence.
et que la France, au lieu d'être elle-même, au lieu d'être cette puissance rayonnante, indépendante et souveraine, et notamment souveraine et indépendante de l'OTAN, la France, désormais, porte la parole des États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire de la puissance en plein déclin. Aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, les Américains n'ont même pas été fichus de prévoir que tout allait s'effondrer en quelques jours. Ça veut dire qu'ils ont laissé notamment du matériel considérable, je ne sais plus combien de dizaines de milliers de fusils d'assaut, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'armements, je crois plus de 16 000 lunettes infrarouges pour attaquer la nuit. Ils ont laissé à la disposition des talibans tout un système extraordinairement performant de reconnaissance biométrique des Afghans. C'est-à-dire que les talibans vont maintenant avoir à leur disposition une base de données phénoménale où ils vont pouvoir aller chercher tous ceux qui ont pu aider à un moment ou à un autre les Américains. Est-ce que l'on peut imaginer le degré de décrépitude, de je m'en foutisme que peut avoir l'armée américaine pour faire des choses pareilles? Voilà à quel camp nous appartenons. Au même moment, les Russes, et plus encore les Chinois et les Iraniens, sont restés d'une grande prudence. Ne sont pas intervenus. Les Russes n'allaient pas intervenir de nouveau. Ils sont restés d'une grande prudence et ils ont appliqué ce stratagème chinois, un des 36 stratagèmes, qui consiste à, je cite, regarder l'incendie depuis la rive d'en face. Les Chinois en particulier regardent l'incendie depuis la rive d'en face. Et depuis que les talibans se sont rapprochés puis ont pris le pouvoir à Kaboul, les autorités chinoises ont montré leur habileté. Le ministre des Affaires étrangères chinois, M. Wang Qiyang, a reçu le mollah Baradar. Et il l'a reçu pourquoi? D'abord parce que l'Afghanistan est à la frontière quasiment de la Chine. Deuxièmement, parce que les Chinois savent que l'Afghanistan, même si c'est un des pays les plus pauvres de la planète, est un des pays dont le sous-sol minier est l'un des plus riches qui soit. C'est connu depuis l'époque des pharaons, puisque, vous le savez peut-être, l'Afghanistan est le pays par excellence. Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits au monde, un petit peu au Brésil, je crois, mais c'est le pays avec les mines les plus riches de cette pierre semi-précieuse qui s'appelle le lapis lazuli, de couleur bleue avec des incrustations de pyrite à l'intérieur. Et ce lapis lazuli, on le trouve dans le masque d'or de Toutankhamon de la 18e dynastie pharaonique, c'est-à-dire en moins 1800 avant Jésus-Christ. Ce qui prouve que déjà, en moins 1800 avant Jésus-Christ, il y avait des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Afghanistan dans les mines de Badakhshan, qui sont à l'est de l'Afghanistan, pour avoir cette matière précieuse qui était le lapis lazuli, qui était d'ailleurs aussi importé en Occident à la Renaissance, puisqu'on le broyait et ça donnait la couleur bleue, la pigmentation bleue sur les tableaux de la Renaissance italienne. Et comme c'était une couleur extraordinairement chère, que l'on ne trouve pas dans la nature, c'était réservé au manteau de la Vierge. Il n'y a pas que le lapis lazuli, il y a aussi de l'or, du fer, etc. Mais il y a aussi l'une des matières les plus importantes, les plus stratégiques pour le XXIe siècle, qui est le lithium. On a appelé l'Afghanistan, l'Arabie saoudite, du lithium. Pourquoi ça? Parce que le lithium, on en trouve en Bolivie, mais le lithium est un élément absolument fondamental pour faire les batteries électriques du XXIe siècle. Or, il se trouve qu'il y a, selon les estimations, il y aurait pour 1000 milliards de dollars de réserves de lithium dans le sol Afghanistan, un minéral très rare à trouver ailleurs. Les Chinois, qui ont à l'esprit le développement économique, technologique, la fabrication de batteries, qui voient le XXIe siècle, les Chinois, eux, jouent le long terme. Ils ont regardé les États-Unis et l'OTAN s'effondrer en Afghanistan, avoir un raisonnement de court terme, vouloir imposer un régime par la force et les bombardements. Et maintenant que la queue basse, les Occidentaux repartent, gros gens comme devant,
eh bien les Chinois arrivent et proposent leur aide. Ils vont d'ailleurs proposer certainement dans les années, les mois et les années qui viennent à l'Afghanistan de se joindre à ce grand projet des routes de la soie, ce qui sera finalement boucler une histoire bimillénaire, puisque déjà, à l'époque d'Alexandre le Grand et de l'Empire romain successeur, les routes de la soie qui reliaient l'Empire romain à l'empire de la dynastie Han, de l'empereur Qing Shi Huangdi, passaient justement, notamment par l'Afghanistan. Je conclurai cette grande affaire en attirant votre attention sur l'extraordinaire nullité du personnel politique français actuel. Si la France avait un véritable chef d'État depuis des années, la France serait sortie de l'OTAN. C'est ce que je dis depuis 14 ans que j'ai créé l'UPR. La France étant sortie de l'OTAN, nous ne serions jamais intervenus en Afghanistan. Nous aurions fait ce que font les Chinois, c'est-à-dire nous aurions contemplé l'incendie puis la rive d'en face. Et maintenant que tout s'effondre, maintenant que les talibans, qui semblent quand même, on va voir la suite, il faut s'en méfier bien sûr, mais ils semblent quand même avoir compris un petit peu l'histoire. Ils n'ont pas forcément envie de voir l'Afghanistan s'effondrer encore un peu davantage. Ce ne sont d'ailleurs pas les mêmes dirigeants qu'il y a 20 ans. Ils sont également conseillés par l'émir du Qatar dans ces affaires. Eh bien, si la France était la France, elle pourrait apparaître, n'ayant pas participé à ces 20 ans d'occupation militaire, elle pourrait apparaître comme un autre Occident. Elle pourrait réapparaître comme ce qu'elle apparaissait du temps de Charles de Gaulle, comme une puissance étant là pour promouvoir la justice, l'indépendance, la liberté, l'égalité entre les peuples du monde. C'est ça que la France pourrait promouvoir, et de ce point de vue, la France pourrait apparaître comme un modèle. La France pourrait accueillir des jeunes Afghans dans son système éducatif. La France pourrait, mais par l'influence, par le caractère agréable de sa proposition, la France pourrait apparaître comme un modèle de modernité. Pourquoi est-ce que l'Afghanistan risque de s'enfoncer de nouveau dans une forme de rigorisme et d'obscurantisme? Justement parce que la France n'existe plus. Et ce qui est dramatique, c'est que je ne vois nulle part un responsable politique, parmi ceux dont on parle pour l'élection présidentielle, à part moi, je n'en vois aucun qui soit capable de comprendre ce qui se passe en Afghanistan et qui soit capable de sortir du discours des médias qui se focalisent sur le sort des femmes afghanes. Bien sûr, je suis comme tout le monde. Je suis désolé pour les femmes afghanes et pour les jeunes filles afghanes, mais aussi d'ailleurs pour les jeunes garçons et pour les hommes afghans qui n'ont pas tous envie de vivre sous la charia, quoique ce soit un pays qui, d'après le Pew Institute, qui est un organisme anglais, montre que les partisans de la charia en Afghanistan sont très 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 largement majoritaires, plus de 90%. Mais je ne vois pas de responsables politiques français qui comprennent et qui tirent la substantifique moelle des enseignements de cette affaire, de ce désastre. J'en suis d'autant plus scandalisé que je vois ce qui se passe au Royaume-Uni en ce moment. Il y a eu un débat au Parlement de Westminster tout à fait extraordinaire, voici il y a 48 heures, où une partie de la majorité qui soutient Boris Johnson, à commencer par Theresa May, a reproché au gouvernement britannique d'être pieds et poings liés devant Washington et l'OTAN. Ce sont des dirigeants britanniques qui tiennent au Parlement britannique des propos qui seraient sortis de la bouche de Charles de Gaulle. Un député conservateur britannique a dit « Est-ce que oui ou non, le Royaume-Uni a une politique étrangère fixée à Londres ou fixée à Washington ?» Madame Theresa May a ressorti le slogan du Brexit qui parle de Global Britain, c'est-à-dire d'un Royaume-Uni global, c'est-à-dire mondial, qui est seul, qui souverain, indépendant, qui mène lui-même sa propre barque dans le monde. Madame Theresa May a reproché à Boris Johnson de dire « Mais où est Global Britain lorsque nous voyons que nous sommes finalement
même pas considéré par les États-Unis, et dans les rues de Kaboul, on s'enfuit parce que les États-Unis s'enfuient. La conséquence numéro 1 des événements d'Afghanistan devrait être que la classe politique française et dans les médias français, un grand débat s'ouvre sur oui ou non, est-ce que la France doit rester membre de l'OTAN ? Je rappelle au passage que l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et même les gens les plus nuls en géographie doivent savoir que l'Afghanistan, qui est un pays enclavé, n'est pas riverain de l'Atlantique Nord. Ça veut dire que l'OTAN n'est plus cette organisation qui est créée en 1949 pour faire contrepoids à l'influence soviétique. L'OTAN est devenue désormais une espèce de police mondiale, même pas au service de la Maison-Blanche, puisque ce que l'on a vu, c'est que le président Biden, qui est au seuil de la sénilité, qui dit une chose qui est désavouée ensuite le lendemain par ses propres services, le président Biden, en fait, est une espèce de bouchon sur l'océan. En réalité, c'est un État profond. C'est le complexe militaro-industriel qui s'est gavé sur les 1000 et quelques milliards de dollars versés par les États-Unis d'Amérique. C'est essentiellement les marchands de canons qui se sont gavés sur cette histoire. Eh bien, je dis que normalement, si la France était la France, si les médias acceptaient qu'il y ait des vrais débats de fond sur tout ce qui est important, nous devrions avoir un grand débat national sur notre appartenance à l'OTAN. Les Britanniques viennent de découvrir ce que je ne cesse de dire depuis 14 ans, c'est que l'OTAN est la face militaire de la même médaille d'asservissement à l'impérialisme américain que l'Union européenne, qui en est la face civile. Et les Britanniques ont voulu récupérer leur souveraineté et leur indépendance nationale en quittant l'Union européenne. Ils découvrent maintenant que pour que le Royaume-Uni soit ce qu'il a toujours été dans son histoire, un pays souverain et indépendant, il leur faut maintenant probablement sortir de l'OTAN. Ce débat a-t-il lieu dans les grands médias ? Non. Connaissez-vous, parmi ceux que l'on nous présente comme étant de potentiels successeurs d'Emmanuel Macron, connaissez-vous quelqu'un qui ait ce type de réflexion ? Non. Je suis désolé de le dire. Mais que ce soit Madame Le Pen, que ce soit M. Xavier Bertrand, Mme Pécresse, que ce soit M. Jadot, que ce soit M. Piolle, que ce soit M. Mélenchon, que ce soit Mme Arthaud, je ne connais aucun prétendant à l'élection présidentielle qui ait tout simplement la capacité à être chef d'État de la République française en des moments aussi dramatiques. Je vous suggère de faire circuler cette vidéo partout, parce que le grand débat qui va avoir lieu en 2022, il est fondamental pour la survie de la République française, pour la survie de la France. Est-ce que oui ou non les Français vont accepter qu'on leur impose un choix entre des personnes qui ne sont tout simplement pas au niveau d'être chef d'État de la France ? Vive la République et vive la France.